Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les opportunités offertes par les plantes de service. Donc, c'est un webinaire qui a été organisé dans le cadre de la cellule recherche, innovation et transfert sur les plantes de service et qui se fait en partenariat avec l'ACTA, les chambres d'agriculture et l'INRAE. Donc, pour le déroulé du webinaire, on commencera par vous présenter les chantiers de la cellule recherche, innovation et transfert. Et on vous présentera ensuite les ressources sur les plantes de service qui ont été mises dans l'outil GECO. Donc, ces présentations, elles seront faites par Marie Hédan et Mathieu Hirschi de l'ACTA. Ensuite, on passera sur un cas concret, donc le cas de la biofumigation, donc l'utilisation des plantes de service pour la biofumigation. Et donc, c'est Lionel Aleto de l'INRAE qui fera cette présentation. Et on aura ensuite un temps de questions-réponses, donc qui sera animé par Sébastien Minette de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au cours de la présentation dans le chat et on reviendra sur ces questions-là à la fin du webinaire. Bonjour à tous et merci Céline pour cette introduction. Donc, ce travail il a été réalisé dans le cadre de la cellule recherche innovation transfert, autrement appelée cellule RIT, qui a été mise en place entre l'ACTA, la PCA et INRAE en 2018 avec l'appui du ministère de l'Agriculture. L'objectif de cette cellule est d'accélérer le transfert et le partage de connaissances qui sont opérationnelles sur des problématiques prioritaires pour les agriculteurs et les filières. Et ces connaissances sont destinées à un public assez large, donc de conseillers, d'animateurs de collectifs d'agriculteurs, des enseignants, des formateurs, et on cherche à toucher in fine des agriculteurs. Donc ces connaissances permettent de fournir justement à ce public des clés en main pour leur métier d'enseignant ou conseiller par exemple. Les chantiers de la cellule RIT suivent la même méthodologie. Donc la première étape est le recueil de connaissances. Ensuite, nous mobilisons l'expertise pour capitaliser et rassembler les connaissances au sein de bases de connaissances, donc comme l'outil GECO que Mathieu vous détaillera tout à l'heure, ou alors le portail de la protection intégrée des cultures écophytopiques. Et donc la dernière action est de diffuser ces connaissances auprès des utilisateurs. Donc les différents chantiers de la cellule RIT traitent de thématiques en lien avec l'agroécologie. En 2019, les alternatives au glyphosate ont été recensées. Puis ce chantier a été élargi en 2020-2021 à la gestion de l'enherbement et la réduction des herbicides. Mais aussi, 3 autres chantiers ont été initiés: autonomie protéique et bouclage du cycle de l'azote qui a été prolongé en 2021-2022, alternative au cuivre en viticulture et le chantier plan de service. Et donc là, dernièrement, des 2 chantiers ont été initiés en 2021 et sur la période 2021-2022, eau et changement climatique dans le cadre du Varenne de l'eau, et un chantier exploratoire bien-être animal. Donc si on en vient au chantier plan de service, qui fait l'objet de ce webinaire, il est composé de 3 actions. Donc la première, état de l'art et recueil de connaissances, qui consiste à définir le périmètre de cette thématique très large, et de par l'ensemble des services pouvant être fournis et par aussi la diversité des techniques pouvant être mises en place. Nous avons mobilisé les experts dans l'ensemble des filières et rassemblé les connaissances existantes sur cette thématique. Ensuite, nous avons capitalisé ces ressources dans de nouveaux supports pédagogiques. Donc là, nous avons actualisé et co-rédigé des fiches dans l'outil GECO, mais aussi fait du lien avec des livrables des réseaux défis. Et donc la troisième action est une action de transfert qui consiste à promouvoir et partager les ressources qui auront été produites. Au tout début de ce chantier, il a été important de bien définir le terme plan de service pour le dissocier de culture associée et culture dérobée notamment, et pour éviter toute confusion entre ces termes. Donc les plantes de service sont cultivées avant ou pendant la culture principale, dans la parcelle ou à proximité, et elles n'ont pas vocation à être récoltées. Donc on peut les retrouver sous d'autres termes dans la littérature, comme plantes compagnes, engrais verts, etc. Les cultures associées sont composées de plusieurs espèces cultivées simultanément dans la parcelle. Elles apportent des avantages, mais elles sont récoltées. Et les cultures dérobées sont principalement cultivées entre 2 cultures principales et ont pour objectif aussi d'être récoltées.
Donc là, en fait, les plantes de service, contrairement aux cultures associées, aux cultures dérobées, ne sont pas récoltées. Donc ensuite, une fois que les termes ont été définis, les connaissances ont pu être recueillies sur la thématique. Donc on a un ensemble de 184 références qui ont pu être recensées donc dans l'ensemble des filières. Et ces références nous ont permis de créer des cartes mentales ou des arbres avec une entrée par service. Puis ensuite, on a d'autres ramifications qui présentent les fonctions des plantes ou les processus biologiques qui sont mis en place par les plantes, mais aussi les traits fonctionnels ou les caractéristiques physiologiques de ces plantes qui permettent de rendre les services. Donc, 7 cartes mentales ont été construites, dont 6 qui sont déclinées par filière, donc viticulture, grande culture, etc. Et une carte mentale est générique, donc là où on a compilé les ramifications de l'ensemble des filières. Donc, il s'agit de cette carte mentale en haut à gauche. Et donc, l'intérêt de ces cartes mentales est que par la suite, donc pour la production des ressources, elles ont pu nous servir de base et d'appui car les ressources sont aussi une entrée par service. Donc, voilà. Donc, pour la production des ressources, comme je viens de le dire, nous avons une entrée par service. Donc, par exemple, pour le service de régulation des bioagresseurs, il y a 3 sous-services qui sont pris en compte, donc régulation des adventices, régulation des ravageurs et régulation des maladies. Et donc, pour ce service de régulation des bioagresseurs, nous avons une ressource pour chaque sous-service. Donc, par exemple, pour la régulation des adventices, si on fait aussi un lien avec les cartes mentales précédemment présentées, donc on peut retrouver dans ces ressources les différents mécanismes qui sont mis en place par les plantes, c'est-à-dire si ce sont des effets allélopathiques, des effets pièges ou encore des aspects de compétition pour les ressources. Et aussi donc, les traits des plantes qui permettent de choisir le couvert, par exemple, à implanter sur sa culture. Pour les services liés à la fertilité physique, chimique et biologique des sols, donc autrement dit les services de soutien ou de support, nous avons créé 2 ressources, l'une sur les cycles des éléments nutritifs et l'autre sur l'amélioration des sols, où nous avons aggloméré donc, les services de structuration et de stabilisation des sols. Donc ces 2 ressources sont étroitement liées l'une à l'autre. Et enfin, donc, nous avons un service de régulation du climat qui comprend et le service et le stockage de carbone dans le sol et l'augmentation de l'albédo. Donc là, en fait, cette pâquerette de services, elle montre que nous avons traité en fait l'ensemble des services dans l'ensemble des filières. Donc certaines ressources, par exemple, pour la régulation des bioagresseurs, sont déclinées spécifiquement par filière. Et les ressources dédiées aux services de soutien et de régulation du climat, elles, sont multifilières, mais au sein de ces ressources, nous retrouvons des références qui sont spécifiques à certaines filières. Donc concernant l'ensemble des ressources disponibles et qui ont été créées dans le cadre de ce chantier, elles ont été créées et co-construites grâce à la collaboration de 45 experts, que je remercie par ailleurs pour leur participation. Ces experts appartiennent à une vingtaine d'organismes et au total, 43 fiches techniques ont été soit créées ou mises à jour sur l'outil GECO, dont 13 en grande culture, 9 en viticulture, arboriculture, 4 en horticulture PEPAM, également 4 en culture tropicale, culture légumière également, et 9 fiches sont multifilières. Et pour apporter des retours de terrain à ces fiches techniques, nous avons publié 51 fiches des réseaux défis à ces fiches techniques. Donc maintenant, je vais laisser Mathieu présenter GECO et quelques ressources disponibles sur l'outil. Merci Marie. Petite manipulation juste pour présenter le PowerPoint. Donc merci Marie. Donc du coup, comme tu disais, l'ensemble des ressources qui ont été produites dans ce chantier ont été capitalisées dans l'outil GECO.
Donc l'outil GECO que vous connaissez peut-être est un outil de partage et de capitalisation des connaissances. C'est un outil web qui est accessible gratuitement et qui est né d'une collaboration entre ACTA, des chambres d'agriculture, l'INRAE, qui a été mis en ligne en 2018 à partir d'une base existante qui était un prototype du RNT du système de culture innovant. C'est un outil qui est dédié à l'agroécologie et qui a pour objectif de rassembler, organiser et de mettre à disposition à l'ensemble des acteurs intéressés les connaissances qui sont produites au sein des organismes de la R&D agricole et également des personnes sur le terrain, des praticiens, donc que ce soit des agriculteurs, des techniciens, qui peuvent faire remonter leurs connaissances de ce qu'ils ont pu expérimenter au champ. Et c'est un outil donc, qui a pour objectif également d'accompagner la conception innovante de systèmes de culture mixtes et performants en proposant des connaissances qui sont orientées justement dans leur contenu pour mettre à disposition de l'information qui est synthétique et spécifiquement destinée à appuyer la reconception. L'outil GECO se compose en deux espaces. Tout d'abord, c'est une base de connaissances dans laquelle on va retrouver l'ensemble des ressources qui sont disponibles. Elles sont à la fois sous forme de fiches et de discussions. Dans cet espace, on pourra faire requêter, donc mener des recherches, donc avec des recherches textuelles et à l'aide de filtres. Et accolé à cet espace à cette base de connaissances, il existe un espace d'échange, qui est sous la forme d'un forum, dans lequel on peut à la fois interagir à partir des ressources qui sont existantes dans GECO, on peut réagir donc, et on peut aussi créer de nouvelles discussions pour créer de nouveaux sujets et, in fine, peut-être produire de nouvelles ressources dans la base de connaissances. GECO, c'est important, est un outil qui est participatif, on dit également collaboratif, alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un outil dans lequel tout le monde peut échanger, donc l'accès est gratuit, mais dès lors que l'on veut pouvoir échanger au sein du forum, il sera nécessaire de créer un compte, donc ce compte également est gratuit. Tout le monde peut se créer un compte dans cet outil, et donc interagir au sein des discussions. Par contre, dès lors qu'il s'agira de créer du contenu au sein des ressources, au sein des fiches, il faudra par contre demander un statut supplémentaire, qui est un statut contributeur, qui est accessible à l'ensemble des personnes travaillant dans des organisations de R&D agricole, qui sera assez relativement facilement affecté du coup aux personnes demandant, à partir duquel ensuite on pourra écrire au sein des fiches, donc soit créer de nouvelles fiches, soit enrichir des contenus existants. Et c'est également un outil qui est en lien avec le portail Ecophytopic, dans le sens où certaines ressources de GECO, certaines ressources techniques, sont également disponibles dans cet outil qui est le portail de la protection intégrée des cultures et qui se veut lui plus un portail d'actualité. Donc GECO, c'est un outil qui propose des connaissances en agroécologie et ces connaissances-là sont sous un format un peu particulier. Tout d'abord, comme je le disais, elles sont sous forme de fiches, donc qui sont de plusieurs ordres. On a des fiches qui sont techniques, on a des fiches illustrant des retours d'expérience, donc qui sont appelées des exemples de mise en œuvre. On a également des fiches de bioagresseurs, des fiches culture et d'autres types de fiches, que je ne vais pas toutes détailler ici. On a pour spécificité d'avoir des contenus qui sont synthétiques, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel. L'objectif n'est pas de redire tout ce qui existe sur ces ressources-là, il existe d'autres sites web sur lesquels on a de la ressource qui est très bien documentée et suffisante. Donc autant que faire se peut, nous faisons des liens vers ces ressources-là, donc via des passerelles des liens URL, de sorte à pouvoir compléter la ressource GECO, mais qui, elle, garde un contenu qui reste assez court et synthétique pour aller à l'essentiel. Ces fiches-là, comme on le disait tout à l'heure, avec un statut collaboratif, elles sont co-rédigées, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent apporter leurs connaissances au sein d'une ressource, et le fait que le statut de contributeur ne soit pas affecté à tout le monde permet de garder une certaine certification de la connaissance, d'autant plus que tous les contributeurs d'une fiche sont inscrits en bas de la fiche, donc on sait exactement qui a contribué à telle ou telle ressource. Aussi des contenus qui sont évolutifs, dans le sens où une fiche GECO sera amenée à évoluer, ce n'est pas un PDF fixe. Donc au fur et à mesure des années, on pourra être amené à apporter de nouvelles ressources, en modifier, de sorte à avoir des contenus qui soient de plus en plus complets et exhaustifs. Ça a aussi pour impact que certaines ressources dans GECO ne sont pas encore complètement abouties. Elles sont pour cela inscrites avec un petit bandeau indiquant statut en cours de contribution, indiquant que la fiche n'est pas encore complètement complète, et dès lors qu'on considère que le contenu d'une fiche est suffisamment abouti, on a là un bandeau qui est d'une couleur différente, d'une couleur verte, indiquant que le statut est lui abouti.
Et ce sont également des fiches qui n'évoluent pas indépendamment les unes des autres, dans le sens où elles font du renvoi les unes aux autres, et on peut ainsi, in fine, naviguer dans la base de fiche en fiche. Alors le lien pour accéder à Gecko, le plus simple est de taper Gecko et CoffeeTopic dans Google ou dans tout autre navigateur de recherche. Je vais passer en direct. Donc voici à quoi ressemble donc l'outil Gecko sur Internet. Donc cet outil se décompose en deux espaces, comme on a été dit, à la fois un accès à la base de connaissances et un accès aux discussions. On peut également procéder à une recherche en tapant dans la barre de recherche, par exemple, sous-entendons que je suis intéressé par... Mathieu, Mathieu, on ne voit pas ton écran. Ah, Ouais. vous ne voyez pas l'écran. Sur ton écran, s'il te plaît. Ça marche. Toc. Ça doit être bon. Voilà. Oui, c'est bon. Pardon. Donc, comme je le disais, donc, on accède à la base de connaissances via la page d'accueil ou aux discussions dans le forum. Et on peut également taper dans la barre de recherche le sujet qui nous intéresse. Donc, imaginons ici que l'on est intéressé par les plantes de service. Sous-entendons que je suis intéressé par des services de régulation des adventices en grande culture. Donc, j'accède dans la base de connaissances. Et donc, j'ai un ensemble de ressources qui sont disponibles. Là, on a par exemple une discussion qui apparaît. On a une fiche culture, des fiches techniques, donc de différents ordres. Et sous-entendons que je ne veux que des fiches qui soient d'ordre technique. Donc, je peux filtrer en sélectionnant technique. Et je n'ai ici que des fiches techniques relatives au sujet plantes de service. On remarque donc qu'on a un ensemble de ressources qui ressortent, certaines relatives aux grandes cultures, d'autres aux cultures tropicales, d'autres à l'horticulture. Donc, on va plutôt spécifier grande culture. Et donc là, on a ici que les fiches relatives aux plantes de service en grande culture. À noter qu'il est aussi intéressant de remarquer qu'on affiche les services qui sont rendus par les différentes techniques qui sont présentées. On voit ici que celle-ci rend le service de régulation et gestion des adventices. Donc, autant se rendre dans celle-ci. Donc cette fiche, qui est une fiche technique, informe sur les différents mécanismes de lutte contre les adventices avec des plantes de service en grande culture. Et elle présente dans son contenu qu'il y a différents leviers, justement, mécanismes plutôt, pour remplir ce service. Donc à la fois compétition par les ressources, l'effet allélopathique et l'effet piège. Donc là, dans ce cas, je suis intéressé par l'effet allélopathique. Et tout de suite, je suis renvoyé vers une autre fiche Gecko, qui a elle aussi été renseignée dans le cadre de ce chantier plantes de service, donc sur l'implantation de cultures allélopathiques en grande culture. Donc il s'agit là d'une fiche type, du type technique. Elles ont toutes le même format. Donc elles se présentent de la manière suivante. Elles ont une image d'illustration, une vidéo. Tout à l'heure, on avait une vidéo qu'on pouvait lancer et lire dans le navigateur Gecko. On voit que c'est une fiche aboutie, donc là pour lequel le contenu est considéré comme étant suffisamment abouti. Et ensuite, elle présente systématiquement une partie de description, donc avec une caractérisation de la technique, les points de vigilance, des précisions sur la technique. Donc là, on a par exemple des exemples de plantes allélopathiques qui peuvent être utilisées en culture principale ou en période d'interculture pour rendre soit des services de lutte contre les adventices, ravageurs ou maladies. Ensuite, on a systématiquement également l'information de est-ce que cette technique est applicable à toutes les cultures, à tous les types de sols ou à tous les contextes climatiques, avec systématiquement des renvois vers d'autres ressources, comme je disais tout à l'heure, qui permettent de creuser, d'aller plus dans le détail de l'information, dans le sens où toute l'information n'est pas remise textuellement dans Gecko. Éventuellement, on peut ajouter une information sur la réglementation. Sont également présentés les mécanismes qui permettent de remplir les services qui sont liés à cette technique-là, par exemple donc, gestion des maladies, gestion des ravageurs, gestion des adventices, avec des liens vers d'autres fiches Gecko qui sont complémentaires pour remplir ces services. Sont également présentés les effets sur la durabilité du système de culture, selon plusieurs types de critères, des critères environnementaux, agronomiques, sociaux et économiques, avec autant que faire se peut des indications qui sont quantitatives, et des renvois également vers d'autres ressources. Un système de couleurs permet d'immédiatement repérer si l'impact est positif, négatif ou neutre, ou variable. Sont également présentés les organismes qui sont défavorisés par cette technique, donc dans ce cadre des adventices, des maladies, etc. Et les auxiliaires qui sont potentiellement favorisés.
Peuvent également être précisés quels sont les auxiliaires défavorisés, voire les bioagresseurs qui sont eux aussi favorisés par une technique. En fin de page, on retrouve systématiquement une rubrique pour en savoir plus qui permet de renvoyer vers des ressources complémentaires qui, aussi souvent que possible, sont également des ressources web qui sont accessibles par tous. Et comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des contributeurs à cette fiche sont également mentionnés en fin de ressources, de sorte à pouvoir soit prendre contact avec eux, ou du moins savoir qui a contribué à cette fiche, de sorte à avoir une certaine vérification de la pertinence de la fiche. Plus il y a de contributeurs, plus on peut considérer que la fiche est aboutie, d'autant que leurs statuts professionnels sont variés. Donc, si je remonte tout en haut de la fiche, on peut voir également qu'il y avait une discussion qui était liée à cette fiche, donc la discussion qui est intitulée Biofumigation. Donc, quand on clique dessus, on est renvoyé vers le forum de GECO, donc sur lequel vous pouvez contribuer dès lors que vous avez un compte. Et on voit que l'on peut donc renseigner des réponses en fonction des questions qui sont posées. Donc là, si je remplis une réponse, elle est automatiquement publiée quand je clique sur Enregistrer. Et donc vous pouvez également interagir de cette manière sur l'outil GECO. Pour les personnes disposant d'un statut contributeur, l'enrichissement est très simple. Il suffit de proposer un enrichissement et on accède à un formulaire d'édition qui reprend exactement la structure de la fiche présentée. Et également, nous proposons au sein de l'équipe d'animation de l'outil GECO des initiations justement pour pour vous accompagner dans le cadre d'enrichissement de vos ressources. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez apporter vos connaissances justement aux ressources GECO. À noter qu'il y a également un bloc qui est présent en amont de ces fiches et qui permet donc de visualiser quelles sont les autres fiches de GECO qui sont en lien avec notre fiche implantée des cultures allélopathiques en grande culture. Donc par exemple, là, si je clique sur cette fiche, qui est un exemple de mise en œuvre, nous avons une illustration qui est issue du réseau défi XP, d'une expérimentation, donc là c'était dans le cadre du projet Innovipest, qui a mis en œuvre des leviers, et en particulier la mise en place de couverts à des fins de biofumigation. Donc de cette ressource-là, vous pouvez ensuite accéder à des ressources complémentaires. Là, ce sont des fiches système qui justement permettent d'illustrer la ressource qui était présentée. Hop. Et donc, à partir de cette fiche également, je peux accéder à d'autres ressources. Donc, comme on disait, par exemple, une fiche qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une culture allopathique et la biofumigation ?» Donc, dans GECO, qui elle est plus une fiche de définition et qui permet de présenter les différents mécanismes en lien justement avec le principe de biofumigation. Et c'est pourquoi je vais laisser la main à Lionel pour nous présenter plus en détail ce mécanisme. Merci Mathieu. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Et est-ce que du coup vous voyez mon écran maintenant? Très bien aussi. C'est bon. Bon, merci. Donc, effectivement, l'objectif du webinaire est de vous présenter quelques opportunités offertes par les plans de service au travers de la biofumigation. Alors, cette présentation, en fait, fait une compilation de quelques travaux menés en particulier au sein de l'unité UMR Agir, mais vous verrez qu'il y a d'autres travaux empruntés à d'autres collègues. Et j'associe à cette présentation mes collègues de l'unité, notamment Célia Ceasso, qui est enseignante-chercheur à l'INP Purpan, INRAE, donc UMR Agir, et puis Antoine Quedel, qui était en thèse avec nous sur ce sujet des plans de service, et Neila Aïdkassi Ahmed, qui termine prochainement sa thèse aussi sur ces questions et qui m'a fourni un certain nombre de résultats que je vais présenter aujourd'hui. Alors, quelques éléments de présentation et de cadrage de l'objectif du webinaire qui va être court, c'est avant tout de rappeler quelques éléments de définition, puisque Mathieu vient de voir que vous pouvez avoir du détail au niveau des fiches GECO pour celles et ceux qui seraient intéressés pour aller plus loin. Donc je vais simplement rappeler quelques définitions dans leurs grandes lignes, décrire les grands principes de fonctionnement de cette technique qu'est la biofumigation et évoquer quelques conditions de réussite, je précise identifiées à ce jour parce que vous verrez qu'il y a des remises en question, d'efficacité de pratique, ou en tout cas on est encore en train de chercher à mieux comprendre comment optimiser ce processus. Et puis quelques illustrations volontairement prises un petit peu sur des cultures pour lesquelles on a moins l'habitude de mobiliser la biofumigation. On sait que sur les betteraves, on a déjà beaucoup de choses qui existent. Donc volontairement, quelques illustrations en vigne, en kiwi et en tournesol. Mais vous retrouverez, vous l'avez vu sur les fiches, d'autres illustrations et d'autres cas d'application de cette technique.
Alors, en premier lieu, définition, donc les plantes de service, on a longtemps discuté, et la définition est aujourd'hui à peu près stabilisée dans GECO, mais on considère que ce sont des espèces implantées avant, pendant ou après une culture de rente, et qui sont destinées à fournir un ou plusieurs services écosystémiques à la culture suivante ou aux cultures suivantes dans la rotation. Et par volonté d'élargir un petit peu, ou en tout cas de garder un acronyme un peu constant, on a tendance à utiliser le terme de CIMS en France, culture intermédiaire multiservice. Je vous avouerai qu'à l'international, on parle encore de couverts végétaux sans forcément faire le lien direct avec les services ou les fonctions écosystémiques associées. Alors ces plantes, elles vont être introduites à différents moments suivant les systèmes de culture et les systèmes de production. Alors évidemment, quand on est dans des systèmes de plantes pérennes, le raisonnement sera différent. Donc là, les exemples sont plutôt calés sur des systèmes excusez-moi, vous m'entendez toujours? Ah oui, voilà, très bien, Oui. Mathieu, je ne te voyais plus bouger. Sont plutôt calés sur des systèmes de grande culture. Et donc, on sait déjà que dans ces systèmes, on va avoir une assez grande diversité de possibilités d'introduction de plans de services. Et donc, il faut vraiment se poser la question des objectifs que l'on va rechercher, et quels services et quelles fonctions on va vouloir valoriser. Et c'est exactement pareil pour des fonctions de régulation, telles que celles que la biofumigation va pouvoir apporter. Donc, en fonction des systèmes de culture, en fonction de nos objectifs, évidemment en fonction des conditions climatiques de l'année, on va avoir l'expression de ces services qui sera plus ou moins forte. Et dès à présent, ayez en tête que la biofumigation ne déroge pas à cette règle et que l'efficacité des effets que l'on va pouvoir observer dépend très directement de toutes ces conditions. Alors ici, quelques illustrations. On peut avoir des semis de plantes de service. Bon, là, c'était des légumineuses pures, mais on a aussi testé des mélanges avec des crucifères pour différentes régulations. Si on veut commencer à les avoir bien implantés après des cultures de rente, on va peut-être viser des sous-semis dans une culture. Donc ça pose beaucoup de questions en termes de capacité des espèces et des variétés à tolérer l'ombrage, à supporter des compétitions fortes pour pouvoir ensuite se développer. Donc tout ça va nous amener évidemment à devoir travailler encore sur l'innovation en termes de variétés pour s'adapter encore plus finement à nos systèmes de culture, mais j'y reviendrai. Alors, la pâquerette de service, j'aime beaucoup le terme de Marie, je vais la redétailler rapidement, donc elle vient de l'évoquer. Donc, les principales fonctions qui sous-tendent les services écosystémiques par les cultures intermédiaires sont des fonctions autour des éléments nutritifs, donc plutôt des services de soutien, des fonctions d'amélioration de la qualité des sols, de régulation du climat. Quelques services d'approvisionnement, on les a maintenus là parce que, bon voilà, on peut avoir des utilisations, et notamment quand on est en biofumigation ou allélopathie, qui sont compatibles avec une valorisation autre des plans de service, et puis les services de régulation des bioagresseurs, donc autour notamment des régulations des maladies, des ravageurs et des adventices. Alors si on regarde un peu plus dans le détail, vous avez vu qu'il existe déjà des fiches GECO disponibles pour ces trois services, en tout cas fonctions de régulation. Pour ce qui concerne la régulation des maladies, je vous renvoie vraiment vers les spécialistes du domaine, à savoir les collègues de l'INRAE de Dijon, Stéphane Cordeau ou Delphine Moreau, ou de l'ACTA, Alain Rodriguez, qui travaillent cette question de la régulation de la flore adventice par les couverts depuis plusieurs années et qui ont largement contribué et à la fiche et à des documents en ligne tels que la vidéo qui est accessible depuis GECO sur tout un petit webinaire sur cette question-là. Donc moi, je vais plutôt vous parler de régulation de maladies et de ravageurs dans la suite du propos, en rappelant, pour commencer, quelles sont les principales définitions. Donc depuis tout à l'heure, je parle d'allélopathie, puis de biofumigation. On distingue les deux processus en considérant que l'allélopathie est tout effet direct ou indirect, positif ou négatif, d'une plante ou d'un micro-organisme sur un autre micro-organisme ou organisme ou une autre plante à travers la production de composés chimiques libérés dans l'environnement. Pour faire très simple, on va considérer que l'allélopathie, c'est plutôt ce qui se produit pendant le cycle de développement de la plante, sans qu'on la perturbe, alors que, et donc voilà, ces services peuvent être de régulation des bioagresseurs, donc par les substances qui sont émises, donc une suppression. Dans une certaine mesure, et on y reviendra, il peut y avoir des disservices, donc soit de la gêne sur les auxiliaires, soit de la suppression d'auxiliaires. Mais on verra, je redétaillerai par la suite, qu'à ce jour, il n'y a pas vraiment de cas avérés de disservice fort, en tout cas liés aux plantes de service. Et la biofumigation consiste à finalement maximiser les effets liés à la présence de ces composés dans la plante en les libérant massivement et rapidement dans le milieu
tout simplement par un broyage de la plante, un enfouissement si possible, et donc une maximisation de la libération dans un temps court qui va permettre de supprimer un certain nombre de pathogènes du sol par la libération de composés biocides. Donc, ces composés sont généralement contenus dans les parois des plantes et vont pouvoir aller inhiber tout un cortège de bioagresseurs ou éventuellement les adventices, comme on l'a évoqué. Alors, le terme biofumigation, il était d'abord réservé aux brassicacées, donc c'est le collègue australien John Kierkegaard qui a, pour la première fois en 1993, proposé cette définition. Aujourd'hui, on a quand même identifié d'autres familles qui peuvent avoir des propriétés de biofumigantes. Donc, le périmètre s'élargit à d'autres familles que les crucifères ou brassicacées. Alors voilà une illustration de technique de biofumigation telle qu'elle est pratiquée par des collègues néerlandais. Donc, on est vraiment sur des sols très très sableux. Vous voyez d'ailleurs derrière le rouleau. Hein. Donc là, on est dans des sols qui n'ont absolument pas de structure. Donc, évidemment, sur des sols tels qu'on les a chez nous, soit limoneux, soit argileux, on ne peut pas envisager cette mise en œuvre. Mais là, ils mettent en œuvre de façon optimisée le phénomène de biofumigation avec un broyage très fin, un enfouissement dans les 2-3 premiers centimètres, un roulage pour appuyer les composés et maximiser les effets biocides. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cette situation-là. Il y a assez récemment, des collègues irlandais me disaient appliquer exactement la même technique. Donc ils ont des sols sableux et des collègues de l'île de Ré, hein, pour avoir fait un déplacement avec, dans le cadre d'Ecofito là-bas, des collègues me disaient pareil, on peut avoir des sols qui s'y prêtent puisqu'on n'a pas vraiment de structure sur les sols sableux. Donc on peut envisager de faire ce type de pratique s'il y a un effet, notamment sur les pommes de terre. Alors, à quoi on peut affecter cet effet de biofumigation? Sur les brassicacées, on a identifié une famille de composés que l'on appelle des glucosinolates. Vous avez ici leur formule chimique commune à tous. En gros, c'est un sucre sur lequel est accroché le radical R, c'est un morceau d'acide aminé. Donc, pour faire très simple, ce sont des composés qui sont produits à la fois par l'activité photosynthétique, mais aussi par l'activité autour de l'absorption d'azote et la fabrication de protéines. Et donc, il faut véritablement que la plante soit en capacité de pouvoir pousser dans de bonnes conditions, avec une disponibilité notamment en azote satisfaisante, et puis en soufre, puisqu'on voit que ce sont des composés qui sont assez fortement soufrés, et qui peuvent l'être encore plus si le morceau d'acide aminé comporte également des soufres. Alors, tous ces composés en fait, vont avoir une assez grande diversité liée au radical R qui est accroché à ce sucre soufré. Et donc, en fonction du morceau d'acide aminé, on va avoir des glucosinolates qui vont être différents et que l'on classe de façon simplifiée en 3 grandes catégories. Les glucosinolates plutôt aliphatiques avec des longues chaînes carbonées, glucosinolates plutôt aromatiques, donc avec des cycles carbonés, et puis les indoles. Et donc, parmi ces glucosinolates, on fait aujourd'hui l'hypothèse, en tout cas il y a des présomptions fortes, que les niveaux d'efficacité en termes de régulation ne sont pas tout à fait les mêmes et qu'il conviendrait d'être en capacité d'aller identifier un peu plus finement les effets de chacun d'entre eux. Alors j'y reviendrai, hein, puisque comprenez qu'il y en a une grande diversité et qu'on ne sait pas encore exactement auxquels on attribue des effets éventuels. Alors, où est-ce qu'ils sont ces glucosinolates? Principalement situés dans des vacuoles. Alors là, c'est un modèle simplifié, hein, que je vous présente d'une cellule végétale, avec donc une vacuole au centre avec les glucosinolates, et puis les autres organites que l'on peut trouver dans une cellule végétale. Les petits Pac-Man, ce sont des enzymes, notamment la myrosinase, qui est une enzyme qui va aller attaquer ces glucosinolates dès qu'elle sera au contact de ces composés. Alors c'est pourquoi je dis modèle simplifié, parce qu'aujourd'hui on pense qu'il y a plutôt des cellules dans lesquelles on a les glucosinolates et d'autres cellules dans lesquelles on a les myrosinases. Mais peu importe, ça ne change pas grand-chose, simplement pour dire que quand la cellule va être attaquée, une piqûre d'un insecte, un broyage, une dégradation liée à un autre phénomène, la lyse de la paroi de la vacuole va libérer les composés qui vont être attaqués par les enzymes, qui vont elles-mêmes du coup libérer un certain nombre de composés gazeux, donc nitryl, thiocyanate et isothiocyanate, qui sont les composés à effet biocide. En tant que tels, les glucosinolates n'ont que des effets très faibles sur les bioagresseurs ou même sur d'autres, éventuellement des auxiliaires. Par contre, leurs produits de dégradation, eux, en ont. Et c'est ces composés-là qu'on va chercher dont on va chercher à maximiser la formation et la libération pour avoir un effet peut-être fugace dans le temps, sur peu de temps, mais un effet massif pour aller tuer certains bioagresseurs que l'on aurait identifiés dans le sol. Par exemple, des nématodes sur les betteraves.
Alors, pour optimiser ces effets, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de propriétés à avoir dans le milieu. Il faut, si possible, que l'eau soit non limitante, puisque la dégradation et l'action de la myrosinase nécessitent, dans un premier temps, une phase d'hydrolyse. Donc, ça peut amener à une irrigation éventuelle. Je pense à des systèmes maraîchers où certains producteurs vont pouvoir irriguer, enfouir et irriguer sur le couvert. Il faut que la température soit assez élevée, alors de l'ordre de 30-35 degrés. Et ça, on y reviendra, puisque justement, Naïla a pu identifier un certain nombre de limites à de la biofumigation en système de grande culture, en grande partie liées, ou en tout cas très probablement liées à ces conditions qui n'étaient pas forcément respectées. Alors 30-35 degrés dans un sol, hein, on y arrive assez facilement quand même, hein. On n'est pas en train de dire que ça ne fonctionne pas. Et puis là, on est dans un cas optimal. La biofumigation s'opère à des températures plus basses également. Et si possible, un milieu, alors maintenant, on dirait confiné, c'est-à-dire on évite que les gaz partent trop vite dans la nature. En revanche, pendant longtemps, on se disait que la solarisation était une technique qui pouvait permettre d'amplifier les phénomènes de biofumigation. Et une récente méta-analyse met en évidence que finalement, les effets de la solarisation ne sont absolument pas significatifs. Donc, vous voyez, c'est 2020. On est vraiment encore en train de comprendre comment optimiser cette technique. En tout cas, le broyage fin des végétaux favorise la libération des composés. Donc là-dessus, il y a convergence des travaux. Et les effets type de sol, évidemment. Alors, moins on aura de matière organique et plus on aura de sable, plus ça sera efficace. En gros, les composés qui sont fabriqués peuvent être retenus, s'absorber sur les fractions organiques et argileuses d'un sol. Et donc, on diminue l'efficacité dans des sols qui sont argileux et riches en matière organique. Donc, voilà, c'est pour dire que ça veut pas, encore une fois, on n'aura pas zéro effet, mais l'effet sera moindre et il est maximal sur des sols qui sont plutôt sableux, comme on a pu le voir avec l'illustration vidéo des collègues néerlandais. De façon générale, les effets liés à la biofumigation sont plus forts que ceux liés à l'allélopathie, puisque l'allélopathie, on est vraiment dans une sécrétion naturelle par la plante, et voire une réaction suite à une attaque, alors que la biofumigation, vous l'avez compris, on maximise la libération du composé en détruisant le végétal et en l'enfouissant. Alors j'attire votre attention sur le fait que les gaz produits peuvent être toxiques. On a identifié des cas de risque d'intoxication quand on est en milieu très confiné, et que, par exemple, des serres et que les salariés sont amenés à retravailler dessous. Il faut faire attention, il faut respecter des temps de retour et d'aération des sites et voilà, avoir en tête que ces composés sont biocides. Donc potentiellement, c'est pas parce qu'ils sont produits par le végétal qu'ils sont sans innocuité sur l'homme. Alors, quelques illustrations sur les dernières minutes de l'exposé en vigne. Donc, très récemment, des travaux de collègues espagnols qui sont intéressés à la maladie du pied noir sur vigne, donc qui est liée au cylindrocarpon. Alors, il a changé de nom maintenant, mais je connaissais encore sous ce nom-là. Et puis, pour travailler sur kiwi, on a la même problématique. Qu'est-ce qu'il induit, ce cylindrocarpon? Vous avez quelques illustrations du CIVC qui montrent une diminution de la biomasse racinaire totale sur vigne. Alors, ça touche plutôt des jeunes plants. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, j'ai une diapo sur les kiwis. On a une similitude. On voit que des jeunes plants de kiwi peuvent aussi être très vite attaqués par ces pathogènes. Et une nécrose racinaire qui s'opère et allant jusqu'au dépérissement complet de la vigne. Et donc, les collègues espagnols ont testé dans des vignobles expérimentaux, sur 2 vignobles expérimentaux, 3 modalités. Donc, avec donc le sol nu, témoin tel qu'il est pratiquement pratiqué aujourd'hui. Introduction de moutarde blanche. Alors ici, la photo n'est pas des collègues espagnols, c'est les collègues américains qui font exactement le même type de travaux, mais voilà, c'est pour que vous ayez une vue de ce à quoi ça peut ressembler. Et puis une modalité chimique qui est encore autorisée, alors au moins en Espagne, je ne saurais pas vous dire si en France ces produits sont autorisés, mais en tout cas en Espagne, ils ont encore une solution chimique pour tenter d'éradiquer ce cylindrocarpon. Et les résultats sont assez intéressants, même s'ils demandent évidemment à être renforcés, hein, puisqu'il y avait que 2 années d'études et 2 champs dans le cas des travaux publiés par les collègues espagnols. Mais vous voyez ici en rose ou rouge pour vous les sols nus, en vert la moutarde blanche et en bleu la solution avec traitement chimique. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'à la fois sur l'incidence et sur la sévérité, dans une moindre mesure sur la sévérité tout de même, il y a un effet intéressant lié à l'introduction de la moutarde blanche qui est plus important que la solution chimique
utilisés. Alors oui, il y a deux pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, mais il y a deux modalités avec et sans trichoderma. Ils pensaient que l'introduction de trichoderma, qui est un auxiliaire, aurait permis d'amplifier les effets. Et au final, il n'y a pas d'effet supplémentaire à l'ajout de trichoderma. Par contre, il y a bien un effet significatif des plantes de la moutarde blanche, qui est gérée vraiment comme une plante biofumigante, à savoir broyer au moment de la floraison. C'est le pic de production des glucosinolates dans les plantes. En tout cas, c'est ce que la plupart des études tendent à montrer. Donc, une plante, quand elle commence à fleurir, on peut la détruire et l'enfouir si on veut avoir cet effet biofumigant. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc sur kiwi, j'ai commencé à l'évoquer, les vergers de kiwi dépérissent un petit peu partout dans le monde, notamment en Italie, en Nouvelle-Zélande, et en France, ça commence à inquiéter sérieusement les producteurs de kiwi. L'an dernier, plus d'une centaine d'hectares ont été tout simplement arrachés. Les causes sont probablement multiples, elles ont toutes un lien fort avec le fonctionnement du sol, asphyxie temporaire, pathogène du sol ou déséquilibre microbiologique du sol. Et les collègues italiens du CREA, donc Institut de recherche italien, commencent à s'intéresser de près aux techniques de biofumigation ou d'introduction d'extrait de tourteaux de moutarde éthiopienne, donc Brassica carinata. Pour ceux qui connaissent, ils ont testé le Biofence, qui est également testé en grande culture pour des effets éventuels de lutte contre le taupin ou d'autres ravageurs du sol. Donc eux, ils en ont fait des extraits qu'ils ont injectés par irrigation dans les kiwis. Et puis, ils travaillent en parallèle la biofumigation telle que je viens de la décrire, à savoir en faisant pousser la plante et en l'enfouissant. Et les premiers résultats semblent intéressants. Là, vous avez la modalité où il y a eu injection d'extrait de tourteaux de moutarde éthiopienne sur des vergers de kiwi. Et alors, les photos sont peut-être un petit peu floues, mais globalement, il y a un effet positif sur le développement de l'arbre, sur la production de kiwi, sur la production de feuilles avant de la production de kiwi d'ailleurs, on le voit là sur la photo. En gros, l'arbre, on arrive à inverser la phase, en tout cas l'apparition du dépérissement sur les kiwis. Donc c'est très encourageant. Je mettrai quand même un premier bémol et j'y reviendrai en conclusion. Attention de ne pas limiter l'approche biofumigante, et notamment quand on part sur des extraits, à une simple substitution des techniques actuelles, surtout si les approches sont multifactorielles et complexes. Il faut très clairement combiner les leviers, puisqu'on aura de toute façon un effet beaucoup plus partiel qu'une solution chimique si elle existait. En France, du coup, la question soulève beaucoup d'interrogations et d'intérêt. Voilà, vous avez très récemment, c'était cet automne, des producteurs de kiwis rassemblés, c'était plus d'une centaine, pour travailler à voir les effets des couverts végétaux enfouis par biofumigation cette fois-ci. Donc c'était un producteur qui a enfoui différentes moutardes et autres couverts pour voir les effets sur les kiwis. Et le BIC, Bureau interprofessionnel du kiwi, lance une thèse sur cette question donc, du contrôle du dépérissement, en travaillant sur différents leviers, mais le levier plante de service fait partie des leviers très clairement explorés. Alors, quelques mots du coup sur la thèse de Naïla, mais je pense qu'elle doit être présente, donc elle répondra aux questions dans le chat s'il y en a, parce que je ne maîtrise pas aussi bien qu'elle son sujet évidemment. Mais Naïla travaille sur l'utilisation des cultures intermédiaires sur le contrôle du verticillium du tournesol. Et elle travaille aussi sur un autre bioagresseur qui est l'orobanche. Donc voilà, on ne pourra pas en dire plus sur cette question d'orobanche, mais sachez que des travaux sont en cours. Et sur le verticillium, quelques résultats intéressants. Donc sur 4 années d'essai, elle a testé, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les graphiques pour ne pas être trop long, mais elle a testé plusieurs couverts végétaux et globalement, il y a des effets qui ont été identifiés certaines années avec une nette réduction des symptômes de verticilliose sur tournesol cultivés après des crucifères. Sur d'autres années, notamment en 2019, les effets n'ont pas été visibles, donc non significatifs. Et très clairement, Naïla a pu identifier des conditions météorologiques qui n'étaient pas du tout favorables à la biofumigation, avec des températures qui étaient vraiment basses. Probablement aussi, l'accès à l'eau n'était pas suffisant à ce moment-là. Enfin voilà, il y a probablement des effets qui ont fait que cet effet n'était pas net. Donc c'est toujours des travaux en cours, mais voilà, des résultats préliminaires qui sont vraiment intéressants, confirmés par des travaux en laboratoire, parce que là c'est des travaux au champ, confirmés par des travaux en laboratoire sur les effets de régulation du verticillium du tournesol. Alors tout ce que je viens de vous dire là, vous allez le retrouver dans une publication d'Antoine Couedel qui est accessible, dont le lien est présent sur les fiches GECO. Antoine a fait une synthèse des différents effets de suppression, éventuellement de favorisation, c'est-à-dire d'amplification soit des bioagresseurs, soit des auxiliaires, ou des effets neutres et inconnus, sur une grande diversité de ravageurs et d'auxiliaires. Ce que l'on peut dire, c'est que globalement, sur les ravageurs,
Au pire, on ne sait pas encore bien les effets, mais au mieux, on les réduit. Donc, quelques illustrations en rouge, vous les voyez sur le rhizoctone, sur le piétin échaudage, sur l'aphanomycèse, sur des bactérioses du sol. On a des effets suppressifs intéressants. Sur d'autres pathosystèmes, on a encore besoin de creuser la question. Sur les adventices, il y a aussi des effets. Alors là, je renvoie vers les collègues de Dijon, qui sont également en cours d'analyse, parce que ça reste des processus complexes. Et sur les auxiliaires, ben là, il n'y a pas de rouge, donc c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on ne supprimerait pas d'auxiliaires. On a quelques interrogations sur certains auxiliaires, notamment mycorhizes ou rhizobium. Vous voyez, ça apparaît en bleu. Et puis sur d'autres, ben, on a des effets positifs liés à l'introduction des plantes de service, pas à leurs effets biofumigants, par exemple sur les abeilles ou les arthropodes, le fait qu'il y ait une offre floristique plus présente, intéressante, voilà, ça a des effets positifs. Donc plutôt, a priori, donc cette analyse bibliographique récente, des effets encourageants et plutôt rassurants, pas trop d'effets négatifs sur les auxiliaires, plutôt des effets positifs de suppression sur les ravageurs. Donc voilà, mais on est vraiment tout début de l'histoire et il nous reste encore à travailler finement cette question. Alors pour conclure, j'aimerais juste rappeler que l'utilisation des plantes de service pour de la fumigation est vraiment une voie prometteuse de régulation. Il y a aujourd'hui un congrès, il y a tous les 2 ans un congrès international sur la biofumigation qui rapporte des travaux de plus en plus originaux et enthousiasmants sur les régulations que l'on peut observer. Bon, les effets demeurent encore mal connus, donc on a encore besoin de bien caractériser ce qui se passe et dans l'expression de ce service dans différentes conditions. Les itinéraires techniques sont encore à optimiser et les disservices restent encore peu évalués. Ce que j'évoquais là, il y a beaucoup de bleu, on a encore besoin de comprendre est-ce qu'on n'a pas d'effets négatifs sur des bactéries symbiotiques, par exemple. L'intégration de ce levier doit se faire dans une démarche qui est systémique et pas en substitution. Je pense notamment à ce que font les collègues italiens. Finalement, c'est un traitement à base d'extrait de composés. Donc finalement, on est dans une solution qui est presque chimique, même si c'est extrait de plantes. Donc voilà, je pense que l'intérêt, surtout si on mobilise des combinaisons des leviers agronomiques qui sont tous des effets partiels. Donc il faut vraiment avoir une démarche complète dans un cadre de protection agroécologique des cultures. Et l'amélioration des connaissances sur ce levier impliquera et reposera aussi sur des innovations variétales. Je l'ai brièvement évoqué, mais on a besoin de travailler sur des espèces et des variétés mobilisables dans différents systèmes, mobilisant et pouvant permettre d'accéder à d'autres fonctions, voire pouvant être facilement gérées. L'idée étant de les détruire mécaniquement et qu'elles ne repartent pas. Donc voilà, on a encore besoin de travailler tout cela. Alors, juste un petit teasing, très prochainement sur le site d'Osville, de la plateforme agroécologique du lycée agricole d'Osville et qui est en continuité du domaine INRAE, on travaille avec eux, le 30 novembre, une journée technique autour des plantes de service, avec notamment tout un dispositif où on a testé différentes espèces et variétés de crucifères, toujours dans un objectif de mieux les comprendre, mieux les cerner, mieux les étudier. Donc on a 21 espèces et variétés de crucifères, puis d'autres dispositifs dans le cadre de projets Plantes tout Pro ou un projet autour du maïs popcorn de la Banque publique d'investissement sont en cours, dans lesquels on s'intéresse vraiment finement aux services et disservices rendus par ces plantes de service. Voilà, j'ai terminé, j'étais un tout petit peu plus long, 3 minutes de plus, Sébastien. Je vous renvoie vers la fiche Ecofitopic dédiée que Mathieu a déjà bien présentée. Donc, comme il reste à peu près un quart d'heure, on va aller directement aux questions et je vais juste revenir. Avant de parler de la biofumigation, on a quand même quelques questions par rapport à Marie. Donc, on commence par Marie. Marie, les cartes mentales seront-elles disponibles? Il y a au moins 3 ou 4 personnes intéressées par les cartes mentales. Il faut que tu branches ton brico, Marie. Pardon. Oui, du coup, les cartes mentales seront prochainement disponibles sur RD Agri. C'est la plateforme de RD Agricole qui recense notamment les productions du Casdar particulièrement. Et donc, on pourra vous faire suivre le lien lorsque ces cartes mentales seront en ligne. Là, pour l'instant, elles ne sont pas encore accessibles en ligne. Impeccable. Une autre question, je change, c'est Mathieu. Mathieu, tout ce qui est sur GECO, les ressources sont-elles téléchargeables et utilisables directement ou il faut obligatoirement les consulter en ligne? C'est les droits d'auteur. D'ailleurs, c'est la question des droits d'auteur. Ouais. Alors, on peut évidemment les consulter en ligne. Je vais juste montrer très rapidement une fonctionnalité qui permet de les imprimer. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. En haut de chaque fiche, il y a une petite imprimante qui permet du coup de les imprimer en PDF.
Alors, le rendu n'est pas toujours très satisfaisant, hein. Des fois, c'est un peu écrit gros, mais en tout cas, ça vous permet de les imprimer. Donc, leur utilisation elle se fait sans problème avec cette fonctionnalité-là. À noter également qu'on est en train de réfléchir à une évolution de l'outil dans laquelle on proposerait peut-être d'autres fonctionnalités de réutilisation, comme des envois sur des adresses mail ou par SMS. Voilà. Donc, on pourrait réutiliser de manière différente les ressources plutôt que de les imprimer juste par PDF. Mais effectivement, ça serait c'est faisable. Je complète également juste rapidement la réponse de Marie concernant les ressources qui seront mises à disposition à la suite des webinaires. On vous enverra également donc, le lien vers RDAgri avec l'ensemble des cartes mentales. Et dans ce lien, dans ce mail, on vous enverra également toutes les fiches qui ont pu être produites pour les différentes filières. Comme ça, vous pourrez aller les consulter sans passer directement par l'interface GECO. Et vous pourrez les réexploiter aussi pour d'autres usages. Alors, je passe sur Lionel. Alors, Lionel, tu as répondu en partie, je pense, grâce à l'une de tes diapos finales. Y a-t-il des impacts des 10 services en fait, potentiels sur la faune et la flore du sol? Il y a au moins 3 questions dessus. Donc, au-delà du service recherché, y a-t-il des 10 services? Donc, tu as répondu un petit peu. Oui, à ce jour, pas de 10 services clairement identifiés. En fait, il y a quelques travaux qui laissent à penser qu'il y a des effets négatifs, mais on est vraiment dans des toutes petites tendances où voilà, c'est absolument pas significatif. Donc nous, les résultats qu'Antoine a compilés, c'est que des résultats dont les conclusions sont significatives. Et donc c'est pour ça que j'ai gardé du bleu sur le diaporama, c'est qu'il reste encore à creuser certaines questions. Donc à ce jour, j'allais dire, on n'a rien d'identifié qui permet de penser qu'il y a des services significatifs. Après, juste un point quand même, on sait très bien par exemple que les crucifères sont des plantes qui ne mycorhizent pas. Et donc voilà, si on met des crucifères purs dans un système de culture, on sait qu'on va avoir, c'est presque comme un sol nu, c'est-à-dire qu'on va avoir, les mycorhizes sont des plantes, des champignons qui se maintiennent dans les racines vivantes, et donc quand on a une continuité de couvert entre des cultures de rente et une culture intermédiaire, finalement on a des mycorhizations qui se font bien sur la plante qui vont suivre. Si on met des crucifères purs, on sait qu'on va réduire la mycorhization de la plante qui va suivre, mais au même titre qu'un sol nu, en fait, pas moins ou pas plus. Voilà Mais du coup, pour pallier à ça, un petit mélange, pas mettre la crucifère pure, ça, tout de suite, on lève cette problématique. Très bien. Justement, tu parles de crucifères. Toutes les crucifères sont-elles efficaces de la même façon? Eh ben non, du coup, c'est une vraie grosse difficulté. Alors là, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de vous le présenter, mais faut savoir qu'il y a plusieurs glucosinolates dans les crucifères différents. Alors, donc, il y a une diversité de glucosinolates. Cette diversité, elle est principalement dictée par les espèces. Donc, dans les moutardes blanches, pour faire simple, on va avoir à peu près les mêmes glucosinolates, mais leur teneur va varier. Donc, il y a de la différence entre espèces sur les natures de glucosinolates et au sein d'une même espèce sur les teneurs en glucosinolates. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment à quoi sont dus les effets. Est-ce que c'est un glucosinolate qui à lui seul a un effet, ou est-ce qu'il faut avoir la diversité pour avoir des effets? On ne sait pas. Et au sein et entre les espèces, on ne sait pas vraiment dire lesquelles sont les plus performantes. Aujourd'hui, on identifie par exemple certains radis fourragers qui ont des effets nématicides très forts, mais attention, c'est sur certains nématodes. Donc là encore, il ne faut pas se dire que ça va avoir un effet sur tous les nématodes. Et c'est certaines variétés de radis fourragers. De la même façon, on a une moutarde brune, par exemple, je pense à étamine, qui est largement utilisée par les betteraviers. Elle est très riche en cynigrine, qui est un des glucosinolates de cette espèce, qu'on retrouve aussi dans la moutarde éthiopienne d'ailleurs, puisqu'elles sont très, très cousines les deux, on retrouve à peu près les mêmes glucosinolates entre brune et éthiopienne. La cynigrine, elle est produite massivement dans cette variété, pas dans d'autres, et on sait que c'est visiblement ce composé qui aurait des effets intéressants sur les nématodes de la betterave. Donc voilà, il y a encore besoin de clarifier tout ça, peut-être même d'aller à une échelle un peu fine au niveau compréhension, c'est-à-dire isoler les composés et faire des tests, ce que nous, on ne fait pas, parce qu'on a vraiment une démarche qui est assez holistique. On regarde l'ensemble des composés, puisqu'on restitue des plantes entières et on mesure les conséquences de l'ensemble. Très bien. Je suis obligé de te voilà. couper, Lionel, parce que je voudrais qu'on réponde un petit peu aux autres questions, parce qu'il y a eu une question qui est revenue quand même 3 ou 4 fois. C'est quoi les autres espèces de brassicacées? Tu l'as cité, mais tu ne l'as pas dit. Il y a autre chose qui peut marcher.
Oui, alors bon, les plus courantes, hein, les moutardes. Donc déjà dans les moutardes, hein, moutarde blanche, moutarde brune, moutarde noire, moutarde éthiopienne. Puis là, on va avoir après des navettes, on va avoir des radis fourragés, on va avoir des radis chinois, éventuellement de la roquette. Par exemple, moi, la roquette, je serais d'ailleurs intéressé s'il y a des semenciers un jour pour discuter avec nous, parce que c'est une plante, elle ne fait pas beaucoup de biomasse. Mais par contre, par rapport à ce que j'évoquais pour les vergers de kiwi, par exemple, elle peut être intéressante parce que c'est une plante qui aura peu de compétition, mais qui a des composés et des glucosinolates dont j'ai identifié récemment quelques papiers là en faisant justement cette préparation de webinaire qui peuvent être vraiment intéressants. Donc voilà, il y a encore besoin de clarifier tout ça et les espèces, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup de différentes, beaucoup de variétés. D'accord. Donc après, je ne sais pas si c'était. Enfin, j'ai une question par rapport à la verticilliose. Donc, tu as montré les travaux sur tournesol. Est-ce on peut espérer ou on aura les mêmes effets pour aubergines et tomates? Alors là, ça serait super que Neila ou Célia complètent. Je ne sais pas s'ils ont accès au micro, mais ce que je peux dire, c'est que les collègues suisses qui travaillent sur verticillium sur tomates a des effets extrêmement intéressants de régulation par les brassicacées aussi sur tomates. Voilà. Après, sur aubergine ou sur fraise aussi, je sais qu'il y a des soucis. Je ne sais pas vous dire, je n'ai pas en tête les résultats, Très bien. mais au moins sur tomates, il y a des effets positifs. Alors après, j'ai une remarque. Alors, je ne sais pas si c'est une remarque ou une question, parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation. C'est sur olivier et fruitier, la moutarde brune peut aussi fonctionner pour la verticilliose. Donc, voilà. François Warlop n'a pas remis de point d'interrogation. Je pense que c'est plutôt une affirmation, du coup. Donc, une large gamme. Ah oui, je prétends absolument pas avoir l'exhaustivité de connaissance des applications, parce que franchement, c'est extrêmement intéressant de voir à quelle vitesse on produit des connaissances sur ces questions. Donc, c'est très possible qu'il y ait des effets déjà avérés. Oui. Donc Célia et Neila n'ont pas accès à la discussion, mais vous avez en ce moment donc plein d'infos dans le chat. Voilà. Et François vient de compléter aussi par des infos dans le chat. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur les infos. Autre question de Bretagne. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut espérer sur grande culture, type blé, orge, maïs? Est-ce que tu as des effets intéressants ou des choses à tester? Alors bon, on peut espérer des choses. Alors plutôt sur des pathosystèmes telluriques, hein, quand même. J'avais cité le cas du piétin échaudage. On va avoir des effets sur des champignons, voilà, du sol assez nets. Sur les insectes, je suis peut-être plus réservé. Là, je sais que les collègues d'Arvalis aussi travaillent cette question en grande culture, parce que je pense au maïs, hein, taupin. On n'a pas vu d'effets significatifs. On a vu des effets liés à l'introduction de tourteaux de moutarde éthiopienne, donc que j'évoquais tout à l'heure. Là, on a vu des effets larvicides et larvifuges, donc on tuait les larves de taupin, avec des niveaux d'efficacité qui étaient de l'ordre de 40%. Donc, ce n'était pas non plus ce qu'on pouvait atteindre par les solutions chimiques. Mais voilà, ça peut être intéressant à combiner avec d'autres leviers, encore une fois. Et pour les autres grandes cultures, il faudrait creuser un peu plus en détail. Je sais que ça fait partie des pistes que l'on a, nous, au niveau de l'unité. On a discuté longuement avec Célia, c'est de regarder à l'échelle des systèmes de culture ce que l'on peut en attendre. Nous, pour l'instant, on est vraiment dans les travaux à l'échelle des séquences, culture intermédiaire, culture de rente qui va suivre. Et notre idée, ce serait peut-être d'aller un peu plus loin pour voir si on peut avoir des effets à différents moments dans le système. Alors, juste pour compléter, parce que tu l'as montré dans ton graphique, qu'il y avait quand même un effet piétin et un effet Aphanomyces. Et Aphanomyces, oui. Sur les légumineuses, ça peut être intéressant du coup. Ouais, tout à fait. Et puis il y en a d'autres, on pourrait regarder en détail, parce que là, sur la publication d'Antoine, quand on avait fait ces schémas, d'ailleurs c'était avec Antoine, on a fait synthétique. Hein, donc je vous invite vraiment à lire le papier qui est beaucoup plus exhaustif et qui fait le point, c'est 2019, donc c'est tout frais, quoi, qui fait vraiment le point sur les différents pathosystèmes et les effets qu'on peut en attendre. Très bien. Et c'est sur GECO. Tac, au passage, je le reglisse. Je n'ai plus de questions. Il n'y a plus de questions dans le chat pour l'instant. Je vais te laisser conclure, Mathieu, ou il y avait une Céline question tu répondais au fait que, enfin, par rapport aux brassicacées, il y avait une question. Est-ce qu'il y a d'autres espèces autres que les brassicacées qui peuvent apporter des... Ah oui. Oui. Alors, oui, complètement. Les graminées ont, pour certaines d'entre elles, des effets intéressants. Alors, c'est plutôt des graminées, on va dire, peu répandues, des seigles, les différents seigles notamment, c'est ce à quoi je pense, ou des avoines. On a des effets allélopathiques et donc biofumigants potentiels, même si ça a été moins étudié. Et les collègues suisses que j'évoquais tout à l'heure, donc d'Agroscope, qui travaillent cette question depuis pas mal d'années, travaillent aussi beaucoup avec le sarrasin.
ou des sorgho. Certains sorgho aussi qui ont des effets équivalents. Donc oui, il y a une plus grande diversité que les crucifères. Simplement, nous, on est allé à celles qui en ont le plus, celles pour lesquelles on peut espérer avoir le plus d'effets dans nos travaux. Mais on va élargir, d'ailleurs, dans les projets que j'évoquais, notamment le projet Plant to Pro Simpson, on a des seigles, on va étudier ces effets-là aussi. Donc voilà. Parfait, il est 14 h. Du coup, on va conclure avec ça. Si vous avez encore des questions ou vous voulez continuer à échanger sur la biofumigation, n'hésitez pas à aller dans le forum sur cette thématique-là qui est dans l'outil GECO. Et du coup, le replay sera diffusé aux participants. Donc voilà, après les cartes mentales, du coup, Marie avait répondu à la question. Et ben voilà, bonne journée à tous. Et puis merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée.